Avez-vous déjà vu vos enfants poser des questions à ChatGPT, avoir une réponse juste parfaite et 5 minutes après, ils ont déjà tout oublié. C'est quand même frustrant. On a l'outil, l'intelligence la plus suprême qu'on a jamais eue dans l'histoire de l'humanité. Et au lieu d'aider nos enfants à mieux apprendre, en fait, ça fait plutôt l'inverse. Alors, on peut quand même se poser la question pourquoi? Et en fait, la réponse est assez simple. C'est simplement que notre cerveau n'enregistre pas tout ce qui est obtenu sans effort. Il faut y mettre une certaine énergie, un certain effort pour qu'on s'en souvienne. Alors finalement, quelle est la solution pour nos enfants? Si on veut qu'ils tirent le meilleur parti de l'IA, de ChatGPT, pour amplifier leur curiosité et s'assurer que ce qu'ils apprennent, ils s'en souviennent. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est pas encore 50 prompts pour les enfants, c'est pas une démo technique ou même de la magie. Non, à la place, on va se concentrer sur l'erreur principale que font les parents quand ils donnent ChatGPT à leurs enfants. À savoir, laisser le bot diriger l'apprentissage. Et on va voir 8 techniques pour justement faire exactement l'inverse, créer un terrain fertile qui est adapté pour mieux apprendre, mieux réfléchir et avoir des conversations que l'enfant pourra se souvenir. Et restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va voir ensemble une échelle de curiosité pour stimuler l'apprentissage. On va aussi voir comment structurer les connaissances fournies par l'IA, comment utiliser une frise chronologique pour créer des repères et amplifier l'apprentissage. Nous expliquerons aussi comment et pourquoi l'IA peut mentir et fournir des informations qui sont biaisées et comment on peut faire de vos enfants de vrais petits détectives du digital. On utilisera entre autres pour ça une technique simple pour repérer les fausses informations. Et pour finir, on verra comment appliquer tout ça au monde réel, car en réalité, si l'IA peut être utile, c'est pour nous aider dans notre quotidien. Donc bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Amaury, je suis le papa de 3 enfants et sur la dernière décennie, j'ai plongé à fond avec ma femme sur tout ce qui était parentalité et j'ai aussi mixé tout ça avec l'IA et la technologie qui est quand même mon cœur de métier à la base. Notre objectif étant d'élever des enfants qui soient curieux, créatifs et prêts pour le monde de demain. Je vais commencer avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec ma fille. C'était à peu près 6h45, pas tout à fait 7h du matin. J'étais sur mon matelas de yoga. J'écoutais de la musique classique et j'étais en train de préparer ma journée globalement. Et puis il y a ma fille qui descend et qui me rejoint et qui justement remarque la musique et elle me pose la question: qui a créé cette musique de piano? Et je lui réponds naturellement, je regarde Spotify, c'était Antonio Vivaldi. Alors, je lui explique aussi que, en fait, ce n'est pas Antonio Vivaldi qu'on a enregistré, puisque à l'époque, c'était impossible, évidemment, d'enregistrer, on n'avait pas la technologie pour ça, et que c'était donc quelqu'un d'autre qui jouait sa musique. Et puis, naturellement, elle a eu quelques questions, et donc j'ai décroché ChatGPT, et on a commencé à poser la question, quelle était finalement la bio de Antonio Vivaldi. Et alors là, il nous a craché tout un tas d'informations, quand est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a vécu, les types de musique, etc., etc. Et puis, il s'est arrêté. Et alors là, on s'est regardé, et en fait, je pense qu'on n'a absolument rien mémorisé, peut-être juste le nom de là où il a vécu, qui était Venise. Mais sur le moment, je me suis dit, attends, il m'a dit là que il a vécu en 1600 quelque chose. Je dis, mais est-ce que le piano existait réellement à cette époque? Je lui ai donc posé la question et il s'est avéré qu'en effet, non, le piano n'existait pas. Et donc la musique qu'on était en train d'écouter était en réalité un arrangement qui avait été fait sur les bases de ce qu'avait créé Antonio Vivaldi. Et finalement, c'est là qu'on a découvert le piège. On a accepté finalement la première réponse de ChatGPT avec ce que l'on connaissait, avec notre environnement, notre contexte. Mais 1, l'apprentissage n'avait pas été efficace et 2, il s'était arrêté bien trop tôt, nous laissant donc avec de fausses croyances. Et alors, pour résoudre ce problème, j'ai suggéré à ma fille, ce que je fais assez fréquemment finalement, d'inviter Antonio Vivaldi pour le déjeuner. Et oui, j'ai simplement pris ChatGPT, je lui ai dit voilà, on va jouer un voyage dans le temps et j'aimerais que tu te comportes comme si tu étais Antonio Vivaldi en 1740. Et répond à toutes nos questions. Et donc, on a commencé l'exploration de sa vie en lui posant plein de questions. Quand est-ce qu'il avait écrit du coup le Vivaldi Variation? Quand est-ce qu'il a joué typiquement du piano? Est-ce qu'il a pu jouer du piano? Est-ce qu'il connaissait Mozart? Est-ce qu'il a vécu en même temps que Mozart, avant, après? Et qui avait influencé qui? Et en fait, c'est assez marrant parce que au final, ChatGPT nous a quand même donné les réponses sur Mozart, alors que Mozart a vécu quand même bien après Antonio Vivaldi. C'est un peu comme si Antonio Vivaldi en 1740 était capable de savoir le futur. Bref, et alors du coup, avec tout cet environnement-là, on est passé finalement de récupérer des informations très génériques, très encyclopédie, à simplement une forme d'interview où justement les questions étaient générées par les enfants et par moi-même, avec donc un apprentissage qui est beaucoup plus efficace. Et c'est exactement la même chose qui se passe à l'école. Si on est simplement là à écouter un professeur nous faire la lecture, généralement, c'est pas le meilleur moyen d'apprendre quelque chose. Par contre, être curieux, poser des questions et
aller d'une idée à l'autre et l'idée une conversation, explorer un sujet question après question, ça c'est la meilleure manière d'apprendre. En fait, l'IA va nous donner des faits, des points, et comme des points de connaissance, et ça va être à nous, humains, de tracer les traits entre ces différents points pour justement se faire une sorte de carte mentale de toutes nos connaissances. On est là, en tant qu'humain, pour créer des relations entre les choses. Quand on s'est rendu compte que finalement Vivaldi n'avait pas joué de piano, on s'est posé la question, ok, donc qui a-t-il influencé? Et on est parti après sur d'autres compositeurs, et c'est comme ça que l'on a ouvert un nouveau sujet de discussion qui était drivé par notre curiosité. Et donc depuis, on s'est dit, on ne pose plus une question à ChatGPT sans avoir des questions complémentaires qui vont suivre. Et justement, pousser nos enfants à poser des questions après question après question, c'est ce qui les transforme en consommateurs passifs, en un vrai explorateur d'informations. Et c'est comme ça qu'on développe leur capacité de penser que aucun algorithme ne pourra jamais remplacer. Maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais s'ils n'ont pas d'autres questions, comment est-ce qu'on peut les pousser à en trouver? Et c'est comme ça qu'on a, d'une certaine manière, imaginé l'échelle de la curiosité. C'est un moyen, c'est 4 angles pour générer plus de questions dans l'esprit de nos enfants. Et ça fonctionne comme ça, c'est très simple. Ça commence par le quoi, de quoi est-ce qu'on parle. Par exemple, après, qui a été plus vieux ou plus ancien, Vivaldi, Bach, Mozart. Ensuite, on se pose plein de pourquoi. Pourquoi on est en train d'écouter un morceau de piano alors que le piano n'existait pas au temps de Vivaldi? Qu'est-ce qui finalement nous a emmené à découvrir les inventions du piano, du clavecin et ce qu'on appelle aussi le pianoforte, qui est l'ancêtre du piano. Et ensuite, quelles ont été les conséquences? Qui a influencé? Qui a créé peut-être quel mouvement de musique, etc. Et ensuite, on en est arrivé à l'impact business, à l'impact monétaire, économique. Typiquement, ma fille m'a posé comme question, si on écoute Vivaldi aujourd'hui, qui c'est qui est payé? Est-ce que c'est les petits enfants de Vivaldi, ou est-ce que c'est le musicien, ou est-ce que c'est les deux? Et on a continué comme ça la conversation avec l'IA. Et si vous faites de même à la maison, typiquement, motivez vos enfants à essayer de trouver le pourquoi, enfin le quoi, pourquoi, quelles ont été les conséquences, et aussi comment est-ce que les gens gagnaient de l'argent avec cet écosystème. Vous pouvez prendre par exemple 4 post-it où vous écrivez tous ces éléments-là et ça sera typiquement la base d'une carte mentale, d'un mind map. Et vous savez que guider nos enfants à travers ce processus va vraiment les aider. D'après Harvard, les enfants qui créent leurs propres questions se rappellent 2 fois plus des réponses 2 semaines après. C'est scientifique et c'est prouvé. Et maintenant que nous avons une bonne compréhension de globalement la connaissance, cette carte mentale que l'on a créée, il faut aussi savoir que l'IA est loin d'être parfaite. L'IA peut aussi mentir. Alors, pas de manière intentionnelle, mais c'est un petit peu comme un bébé ou un enfant qui va être avec un marqueur et qui aura un peu trop confiance en soi et qui va vouloir redécorer notre cuisine. Et c'est ce qu'on va appeler techniquement une hallucination de l'intelligence artificielle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on a exploré des faits historiques, généralement ces faits historiques sont connus et reconnus et normalement, l'IA ne donne pas trop de mauvaises informations. Mais néanmoins, après une session d'apprentissage, il est quand même important de vérifier les 3 S. Typiquement, la source, demander au bot comment il a obtenu cette information et d'où il tient cette information. Deuxièmement, vérifiez vous-même par un autre site web fiable ou éventuellement par un bouquin les informations qui vous ont été données par l'IA. Et assurez-vous que l'ensemble est cohérent, que l'ensemble a du sens. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que l'on connaît déjà? Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous dit l'IA. Et bizarrement, c'est encore plus vrai quand on parle de mathématiques. L'IA peut facilement faire des raccourcis et parfois donner la mauvaise réponse à une équation. Donc prenez bien une petite minute ou 90 secondes pour vérifier si les informations que vous récupérez sont bien justes. Et une fois qu'on les a éliminées, ces fausses informations, maintenant on va se concentrer sur ancrer les vraies informations pour qu'on s'assure qu'on s'en souvienne. Et tout comme on parlait tout à l'heure de contexte et d'utilisation de mind map pour développer justement l'environnement autour des réponses, une excellente technique, c'est aussi d'utiliser une timeline, globalement une frise historique. Et c'est justement ce qu'on a fait le soir après cette session de piano. On a pris une grande feuille et on a collé plein de post-it dessus avec typiquement quand est-ce que le clavecin a été inventé, le pianoforte, le piano, quand est-ce que Vivaldi est mort, quand est-ce que Mozart est né, Beethoven, Bach, etc. Et du coup, tous les faits qu'on avait explorés le matin ont fait sens et ont permis à mes enfants justement de comprendre ce qui s'était passé sur des siècles. Globalement, comment les instruments avaient influencé les courants musicaux, etc. Et il faut vraiment savoir que cette expérience multisensorielle, le fait d'avoir un écran, de parler, d'utiliser du papier ou une table ou faire une frise comme ça,
ça multiplie les expériences d'apprentissage et ça fait que l'on s'en souviendra beaucoup plus. Et il y a un autre aspect qui est également extrêmement efficace pour se mémoriser, se souvenir des choses. Un jour ou deux après, ma fille est justement revenue sur le sujet de l'argent et du business model. Elle s'est dit, mais quand on est en train d'écouter donc Spotify, qui c'est qui est payé? Ce n'est plus Vivaldi. Mais si je prends une autre musique, typiquement quelqu'un qui est mort il n'y a pas si longtemps, par exemple Michael Jackson, est-ce que ces enfants vont être payés pour la musique qui est écoutée sur Spotify? Et c'est là qu'on a justement commencé à poser la question. On a appris justement qu'il y avait 70 ans entre le moment où un artiste décède et au moment où ses œuvres passent dans le domaine public. Donc oui, Vivaldi, c'est totalement libre. Les musiques de Michael Jackson, pas encore. J'imagine que ces enfants sont encore un peu à l'abri du besoin pendant encore quelques temps. Et c'est là qu'on a commencé à se poser la question, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est équitable? Parce que les enfants de Vivaldi pourraient très bien aussi profiter à chaque fois qu'on écoute sa musique, surtout le nombre de fois où elle a été reprise. Et on a commencé là à plonger dans typiquement quelques lois, comment fonctionne l'économie et le business model de la musique d'une manière générale. Et on est même allé calculer si jamais on devait rétrocéder des droits aux petits enfants de Vivaldi. On a estimé que globalement, il pourrait en avoir à peu près 4000, ce qui serait de toute façon totalement ingérable. Et c'est là qu'on s'est dit finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait certaines lois qui régissent ce genre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants savent aller très très loin dans les questions et que l'argent, ils sont quand même confrontés à ça à plusieurs âges. Les parents parlent d'argent, ils ont de l'argent de poche, etc. C'est un vrai sujet, un vrai angle pour les aider à apprendre et à se souvenir. Et justement, parlant d'équité et de point de vue sur ces lois, on est allé essayer de challenger un petit peu ChatGPT pour lui demander, d'après lui, quels étaient les meilleurs compositeurs. Alors sur le coup, pas trop de surprise, il m'a sorti Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, etc. Puis j'ai voulu le piéger, j'ai pris une autre session et je lui ai posé la question légèrement différemment. Je lui ai demandé quels étaient pour lui les compositeurs les plus ingénieux. Et alors là, il m'a donné une liste qui avait plus rien à voir. Et il y avait vraiment de quoi se poser des questions sur comment il était arrivé à ce résultat. Et c'est là que ça devient intéressant de jouer les détectives du digital. Est-ce que typiquement l'IA se base sur des vrais faits réels, sur une opinion générale ou potentiellement des opinions un peu isolées? Et le meilleur moyen finalement de comprendre comment elle réfléchit et comment elle a apporté ses réponses, c'est de lui demander. Et donc je lui ai juste demandé pourquoi elle m'a donné deux réponses aussi différentes. Et elle m'a directement dit qu'elle avait pris en considération le contexte de notre échange, le format de la demande, l'historique du chat, et que donc, en d'autres mots, avec toutes les questions qu'on avait posées précédemment, ça avait déjà guidé la réponse et qu'elle était devenue totalement biaisée. Et c'est là que ça devient super intéressant pour nos enfants, puisqu'on peut leur apprendre à développer leur esprit critique, développer aussi l'empathie, que ce soit pour une personne ou pour l'IA qui va avoir un certain contexte pour répondre à une question. Et ce type de compétences, que ce soit pour les humains ou pour les IA, c'est quelque chose qui va valoir de l'or à l'avenir. Donc apprenez à vos enfants à toujours challenger l'IA. Et cela m'amène à la dernière étape, c'est de revenir à la réalité, passer de l'écran à la scène. Après ce fameux déjeuner avec Vivaldi, on a évidemment écouté plein de fois les 4 saisons et d'autres playlists. On a regardé évidemment un opéra de Vivaldi. On a également commencé à chercher où est-ce qu'on pourrait identifier, voir où est-ce qu'il y a un clavecin. Et il y a de très fortes chances qu'on finisse par simplement aller voir un vrai opéra qui jouera Vivaldi. Et donc finalement, cette simple question qui était anecdotique s'est transformée en un vrai parcours d'apprentissage, amenant nos filles à préparer aujourd'hui une présentation pour l'école qui va justement présenter Vivaldi à ses copains. Et notre esprit justement se souvient de ce que l'on fait avec nos mains, de nos actions dans le monde réel, bien plus que les bouquins qu'on a lus ou que les films qu'on a regardés. Allez, mini récap de tout ce que l'on a vu. 1, il est indispensable de relancer l'IA avec des questions. Elle va s'arrêter bien trop tôt, souvent laissant de fausses croyances dans notre esprit ou celui de nos enfants. 2, il faut traiter les réponses comme étant des points isolés et chercher à les lier entre eux. Faites des mind maps et vous pouvez justement utiliser l'échelle de curiosité avec les post-it. Quoi, pourquoi et donc les conséquences et quels ont été les impacts économiques et les business models qui en sont sortis justement. Vérification ensuite de la véracité de ce que nous fournit l'IA avec la méthode des 3 S. Utiliser une frise chronologique pour ancrer l'apprentissage et créer de multiples expériences autour du même sujet, parler d'éthique, d'économie, de business model. Jouer aussi au détective pour détecter lorsque l'IA est biaisée, lorsqu'elle a une opinion qui n'est pas forcément la réalité. Et surtout, passer à l'action, passer du numérique au réel et il y a un impact sur le monde physique de ce que vous avez appris avec l'IA.
Voilà, j'espère que ce contenu vous aidera à encore mieux utiliser l'IA pour vos enfants et avec vos enfants. Et si vous voulez améliorer ChatGPT et justement qu'il ait un vrai comportement d'éducateur et qu'il soit pas simplement là à vous donner des réponses gratuites, comme ça, simplement, allez sur notre site lekids.com. On a mis en place un framework qui s'appelle AI Cares qui va justement aider la conversation. C'est gratuit. Et d'un coup, ChatGPT sera beaucoup plus pédagogique que ce qu'il est par défaut. Et avant que vous nous quittiez, surtout, assurez-vous de vous inscrire à notre chaîne puisqu'on va continuer à partager des contenus sur l'éducation, l'intelligence artificielle et la parentalité. Et d'ailleurs, ma prochaine vidéo sera à propos de l'apprentissage de plusieurs langues avec nos enfants, comment on peut utiliser l'IA dans ce contexte et comment j'ai justement utilisé des applications existantes d'apprentissage de la langue pour me rendre compte que derrière, c'était uniquement ChatGPT et comment vous pouvez faire exactement la même chose juste avec ce type d'outil et gratuitement. Allez, sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.